J'ai cherché un job, c'est à ce moment-là que j'ai été recrutée par Bernard Sisson au Musée d'Art moderne, et c'est aussi là que j'ai commencé quelques heures d'enseignement d'art dans un collège, en disant, puisque je suis plus artiste, je peux quand même pas vivre sans art, donc je vais vivre dans le milieu culturel de l'art. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé de plus travailler. Mais qu'est-ce que j'allais faire pour cette terre glaise décomposée? J'ai été la mettre dans mon potager. Et puis le surlendemain, je me suis dit, qu'est-ce que c'est devenu? J'ai commencé à gratouiller, à regarder ce que c'était devenu. En gratouillant mes jolis bustes et mes beaux nus décomposés par le gel, il y avait des feuilles mortes qui s'étaient mêlées, il y avait des os, je me rappelle toujours ça, des os à moelle que mon chien avait enterrés, il y avait des bouts de branches, il y avait des morceaux de tissu qu'un agriculteur avait mis dans son fumier. Donc, et sur les morceaux de fumier comme ça, stratifiés, il y avait un morceau de journal et le mot mémoire est apparu. J'ai pris ça. Merci. Comme... C'est vraiment une grande claque dans la figure. Alors j'ai dit, bon, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'arrête tout. Alors j'ai commencé à gratouiller, à tout ramasser. Et comment faire tenir? Et c'est là que je me situe par rapport à l'art contemporain qui m'a précédé. Les artistes du land art, ils étaient toujours fascinés comme moi par ces feuilles mortes, ces reliquats, ces bouts de bois, mais ils gardent des traces de leur découverte et de leurs agencements par la photographie ou la vidéo. Et moi, j'avais cet esprit, je voulais le garder. Tout d'un coup, je découvrais des choses que je trouvais incroyables parce qu'elles m'échappaient, qu'elles avaient dépassé ma volonté. Et comment les garder? Alors j'ai commencé à mettre du ciment parce qu'on était en train de refaire la maison qu'on avait achetée donc avec mon compagnon. Donc il y avait du ciment, ça ne marchait pas, après du plâtre. Petit à petit, ce sont devenus comme des reliquaires. Et dans mon atelier donc, actuel, on peut voir sur des étagères des reliquaires en quelque sorte que je n'expose pas mais que je garde précieusement. Il y a ce morceau de journal décomposé en fumier sur lequel il y a le mot mémoire. Il y a des morceaux de tissu qui faisaient aussi partie de ce fumier du potager. Il y a des morceaux de branches, des morceaux de feuilles. Quelques petites traces de la terre glaise de mes figurations, mais qu'on ne reconnaît pas. J'avais donc arrêté toute exposition, puisque j'avais décidé que j'arrêtais là, mais j'avais décidé de continuer toutes mes explorations. Et après, au lieu juste de gratouiller le sol pour voir ce qui était devenu mes bustes et mes nus, j'ai commencé à provoquer et à mettre des choses en observation. Donc j'ai commencé à faire jouer la pluie, le vent. Là, je rejoignais la démarche, par exemple, du Klein qui mettait des tableaux sur le toit de sa voiture et qui roulait très 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 vite pour faire Paris-Nice en voiture. Sauf que moi, c'était pas dans une démarche très conceptualisée. J'expérimentais, je découvrais, je découvrais. Ça a duré 7 ans, pendant 7 ans, tout en travaillant à côté dans le milieu de l'art et de l'enseignement. J'ai continué et puis un beau jour, j'ai gardé, au lieu de garder du plâtre, j'ai dit je vais prendre de la cire d'abeille. Et la cire d'abeille m'a amené à découvrir les fontes en bronze à la cire perdue. J'ai fait un petit stage chez un fondeur qui était à Saint-Pal et qui a travaillé d'ailleurs au musée d'art et d'industrie, Philippe Lanouille et Patrice Lanouille. Et il m'a initié donc à la technique du Burkina Faso, une technique très rudimentaire mais très passionnante. Et j'ai donc fait des bronzes et je les ai un petit peu posés à droite à gauche chez une de mes sœurs, chez des copains. Alors bon, vous avez vu, je fais plus de l'art, mais regardez ce que j'ai fait, vous voyez, c'est ce côté un peu la petite gamine, nanana, vous avez vu, je reviens quand même. Et puis là, eh bien, la suite des hasards de la vie fait qu'on a frappé un beau jour à ma porte et que c'était quelqu'un qui soi-disant fait partie de ma famille éloignée, qui habitait dans la forêt et qui était lui-même expert à Drouot et qui a dit, ça a l'air d'être assez surprenant, j'ai vu ça chez un de nos amis communs, est-ce que je peux assister à une fonte? Donc il est venu avec son ami, et ils ont assisté à une fonte de bronze, ils ont mis coup de foudre, et après ils m'ont poussé en disant c'est pas possible de ne plus exposer, et donc ils m'ont un peu mis le couteau sous la gorge, en quelque sorte, et donc j'ai repris mes expositions. La première expo que j'ai faite, c'était à l'IPG, donc c'était en, je sais plus les années, c'est marqué sur les CV. 80. À cette époque-là, comme je travaillais au musée, j'ai parlé avec Bernard Sesson, dont j'avais le fils François Sesson, qui maintenant mène son bonhomme de chemin. Et Bernard Sesson a dit si les gens de Drouot viennent me voir, il faut aussi que je vienne me voir. Et donc il est venu dans mon atelier avec Jacques Beaufet et Martine Lancet. Et ils ont trouvé que ma démarche, mine de rien, à travers tous ces aléas, tous ces hasards, tous ces destins un peu étranges,
ça tenait la route, donc ils m'ont soutenu par un achat. Et par contre, Bernard m'a quand même dit, Isabelle, vous cumulez tous les handicaps. Vous êtes sculpteur et vous êtes femme. Alors, vouloir vraiment faire une carrière avec ça, il vous faut du courage, je vous en souhaite beaucoup, je vous soutiens par un achat, mais voilà, débrouillez-vous. Car il est vrai que dans le milieu de l'art, et ceci sans prendre un discours féministe, être femme, ça n'est pas quelque chose du tout de facile, parce qu'à un moment, vous avez un choix, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des gosses ou vous faites de l'art? C'est comme s'il y avait un choix à faire qui tapait aberrant. Par contre, il était aussi possible de se dire c'est plus difficile, il y a effectivement un parcours pas facile pour les femmes, mais si on a de l'endurance, et Dieu sait que j'en ai, si on a de l'obstination, j'en ai aussi, malgré des forts moments de découragement, je me suis dit bon ben voilà, je vais accepter l'idée que ça ne sera pas rapide. Et je suis rentrée dans une galerie en cherchant vraiment comment montrer mon travail dans les lieux plus, comment dire, plus... Institutionnel? Oui, disons pas Saint-Étienne, voilà. J'étais dans... Donc c'était à Paris, j'ai cherché dans des galeries, j'ai fait beaucoup de démarches avec mon petit dossier sous le bras et beaucoup de refus, beaucoup d'échecs. Finalement, il y a une galerie qui m'a pris, qui m'a exposé, Simone Carvel, qui continue d'ailleurs malgré son grand âge à montrer mon travail et à me soutenir par de réguliers coups de téléphone. Mais elle m'a dit, Isabelle, vous réussirez à 60 ans. Vous êtes notre Louise Bourgeois. Alors, c'est sympathique, je suis certainement pas aussi talentueuse que Louise Bourgeois. Mais voilà, donc en gros, tout ça, ça m'a amené au fait de faire des expérimentations avec des objets naturels que je ramassais, que grâce à la cire, je desséchais, je conservais, j'éternisais. La cire, comme les Égyptiens le font, vous savez, le faisaient avec les momies, un embaumement avec de la cire d'abeille. S'il n'y a pas d'eau dans ce qui est embaumé, c'est éternisé. Donc, je conservais les objets que je ramassais, que je plantais, que je cueillais. Je les conservais avec de la cire, je les exposais sous des tas de cire. Et puis un beau jour, c'est bête, mais entre-temps j'avais ma petite Alice, ma petite fille, qui voulait absolument, maman, offre-moi une... Tu fais des expos, mais moi j'ai pas d'œuvre dans ma chambre. Alors, je dis ok, je vais t'offrir une œuvre. Puis je me dis, mais cette cire d'abeille, c'est quand même triste pour une petite fille. Ça a un côté un peu mortifère quand même, la cire d'abeille, c'est jaune, c'est étrange. Je dis, bon non, je vais lui mettre un petit coup de blanc. J'ai pris de la peinture, j'ai mis un petit coup de blanc, et là j'ai eu un espèce de petit flash, et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Le blanc, il crée une nouvelle mise à distance, le végétal qui a été déjà épaissi par la cire. Et là, tout d'un coup, il y a ce blanc qui va... Et on arrivait encore à un autre état, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans la disparition, la mort, on était dans un ailleurs, dans une pétrification, mais très positive, très méditative. Et là, à ce moment-là, alors j'ai cherché, je suis repartie sur du plâtre, sur différentes peintures, sur différentes techniques, mais en gros, je savais que j'avais ce que je voulais, je pouvais à la fois conserver tous les objets ordinaires, les objets, c'est pas des objets extraordinaires, c'est vraiment, à la limite, plus c'est banal, plus ça m'intéresse. Et je ramasse des tonnes chez moi, on ne conserve pas beaucoup, mais je ramasse, je vis avec, il y a des moments qui se passent, des moments de vie, et puis parfois, certains, tout d'un coup, je les fais passer au stade d'œuvre, et ensuite, après, essayer d'exposer. Alors là, après, il y a le regard du spectateur. Certains rentrent complètement dans mon travail, donc curieusement, mon travail marche bien actuellement en Suisse, à Chambéry, à Annecy, dans des lieux où la nature n'a pas le même impact. Le rapport des personnes n'est pas le même à la nature que dans une ville. Voilà, fini. Là, on sent que lui, c'est un vrai conceptuel leader. Donc, ça marche très bien là-bas. Par contre, ici, pas trop. Les gens ne s'intéressent pas énormément à mon travail. Je dois dire que j'y suis un peu habituée, donc je ne cherche pas non plus obligatoirement les contacts, mais quelquefois, les hasards de la vie font que ces contacts arrivent jusqu'à moi. Et j'accueille dans mon atelier, je suis maintenant à Saint-Anthème, j'accueille de manière très, non timide, avec beaucoup de... Comment dire, ça se passe bien. Quand les gens viennent dans mon atelier, on parle, on discute, voilà. Mais là où je ne suis pas du tout à l'aise, c'est dans les vernissages, c'est dans les lieux où il faut être pour que ça marche.
Voilà. Très bien. Bah pourtant, on a fait ça. Oui, mais on n'est pas nombreux, hein. Parce que tu vois, j'avais déjà pas préparé grand-chose, mais on avait dit, tu as déroulé la Ah bah, juste comme ça. J'avais rien à faire, c'était bien ça. Revenir peut-être sur deux autres questions, peut-être revenir sur le passage du bronze pour ne garder du coup que la cire. Alors, disons que donc, le bronze a enfermé en lui, avant sa réalisation, un objet ou une forme qui a été d'abord faite en terre glaise ou en plâtre, ensuite coulée en cire. Ensuite, un moule va prendre l'empreinte de cette cire, le feu va faire brûler la cire, et c'est dans le vide qu'on va couler le bronze. Ça, c'est la technique traditionnelle du bronze. Que ce soit un bronze à cire perdue ou un bronze habituel, c'est le même procédé, c'est que c'est la disparition de la cire. Il y a simplement, j'ai fait un certain nombre de bronzes que j'ai en désaccord avec Patrice Lamouille, le fondeur. Moi, je voulais garder tous les accidents du bronze, je voulais garder les évents, les bavures, les cônes de coulée. Et c'est pas traditionnel, mais en même temps, c'était ce côté accidentel que je recherchais toujours dans la vie. Et donc, bon, avec Patrice, on a pris un peu de distance très amicale, hein, mais voilà. Et je me suis dit, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin du bronze? Alors j'ai après dit, je vais garder l'objet en cire lui-même. Voilà. La cire qui n'était qu'un outil est devenue un matériau. Après, j'ai essayé de mélanger les deux. Hein. J'ai certaines de mes œuvres dans mon atelier où il y a des bronzes sur lesquels j'ai retravaillé en cire. Voilà. Et c'est intéressant. Quand on ne sait pas, par dans un herbier, les conserver, et qui deviennent du coup, entre guillemets, éternels de par le traitement que tu leur donnes. Voilà. Donc, pour permettre le travail de la cire, il faut donc, quel que soit l'objet que vous allez travailler, il n'y ait pas d'eau. Donc il y a déjà une première étape qui va être de dessèchement, qui peut être très long. Certains, vous ne savez pas pourquoi, certaines choses vont se dessécher en prenant un rétrécissement tout à fait naturel et tout à fait propice à faire un travail ultérieur. Là, d'autres, on ne sait pas pourquoi, vont se désagréger et pourrir. Donc voilà. Donc il y a cette phase-là. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus, je ne vais pas ramasser toutes les pommes de terre ou tous les brins d'herbe qui traînent autour de moi pour les stocker, pour regarder. Il faut quand même que ce que je vais ramasser ait attiré mon regard. Pour qu'il ait attiré mon regard, c'est moi-même qui, à ce moment-là, était dans un moment de ma vie. Quelquefois, si j'ai passé une journée à faire quelque chose, par exemple, c'est bête, mais un jour où on ramasse du bois parce qu'il faut faire les feux, il faut rentrer parce que l'automne arrive et tout, quand vous avez ramassé pendant une journée toutes les petites brindilles que vous avez cassées et tout, il y a un moment, c'est presque comme si vous deveniez la brindille. Et cette petite brindille, ce petit fagot de bois, ben là, je ne peux pas m'empêcher. Une fois que j'aurai ramassé mes fagots pour l'hiver, je vais travailler avec des fagots. C'est-à-dire, quelque part, c'est comme si ça hypnotisait sur mes yeux, et je vais faire un travail là-dessus. Alors que si vous veniez me voir en me disant « Oh, j'ai ramassé une jolie branche, est-ce que tu veux la sculpter ?» Je vous dis « Vraiment, mais qu'est-ce qui lui prend, là ?» Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il y a quand même un rapport, du coup, qui n'est pas contemplatif de la nature, mais tu me disais qu'en te prenant aussi, parfois, il y a brusquement une branche, quelque chose, qui va t'appeler, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'elle n'est pas comme les autres. On était à l'île de Nérins il y a quelques temps, et il y avait des olives partout par terre. Et moi, je n'avais jamais vu de vraies olives qui tombaient, et tout d'un coup, je me suis arrêtée. Il y en avait une quinzaine sur un coin. Je les voulais, et j'étais avec ma fille, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elles ont plus que les autres? J'ai dit, tu comprends rien, tais-toi. Et on est arrivé en retard, là où on était attendu, mais j'ai ramassé mes trucs et machins, je les ai mis dans ma valise. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là précis, il y a une espèce de lumière, c'est ce que Miro appelait la lumière du couchant. Il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a la conjonction de certaines choses, à la fois votre état à vous, les gens avec qui vous êtes, ce que vous avez fait, et puis une certaine lumière, et tout d'un coup, quelque chose vous paraît extraordinaire, hors de l'ordinaire, alors que c'est quelque chose d'ordinaire. Alors pourquoi? Quand c'est dans ma vie personnelle, c'est pas pareil. Quand mes enfants étaient petits, ils mangeaient des pommes et des nèfles, ils laissaient traîner les trognons partout, et moi je m'amusais, je ramassais les trognons de pommes et de nèfles, et je faisais des œuvres avec, dans des boîtes. Là, c'était un temps de vie que j'avais mis en boîte. C'était un temps arrêté. C'est comme si j'avais pu, tout d'un coup, avec une baguette magique, éterniser un moment de bonheur. Il y a beaucoup de sensibilité. Comme tout artiste. J'ai un souvenir personnel. Quelquefois, alors avec les souvenirs personnels, ce que j'expliquais tout à l'heure à Patricia, on regardait la boîte, il y avait des raisins, et je suis en train de travailler, parce que j'ai un projet d'expo sur la vigne et sur le vin, et j'ai travaillé des boîtes dans lesquelles j'ai mis des raisins, j'ai mis d'autres végétaux,
j'ai mis beaucoup de cire et beaucoup de peinture, et puis tout d'un coup, parce que moi dans ma vie quelque chose se craquelait, j'ai voulu avoir la craquelure dans l'œuvre, et donc je suis en train de craqueler ces mêmes boîtes qui, il y a quelque temps, avaient au contraire qu'une apparence de sérénité. Parce que pour un artiste, enfin, pour un artiste à la mode ancienne, comme je le revendique, hein, les Morandi, les Cézanne, les Giacometti, je ne me compare pas à eux au niveau de la valeur artistique, bien sûr, hélas, mais au niveau du lien entre leur vie, leurs œuvres, il y a une osmose, et moi, tout mon travail reflète cette osmose. Voilà. Tout de suite, je vais réagir, bon, là, c'est l'enfer, car c'est la partie, quelque part, où je ne vois pas obligatoirement les liens entre si je suis en face de telle œuvre ou de telle autre, et ça c'est presque de la mise en scène du commissaire d'exposition ou de la galeriste ou du galeriste, et quelque part ça m'échappe un peu, je suis tellement dans ma manière d'être, dans ma manière... je pensais même pas que ces œuvres elles allaient tenir le coup si elles n'étaient pas dans mon atelier. Mon atelier pour le moment c'est tout blanc, donc dans mon atelier tout blanc, ces œuvres elles tiennent bien la route. Quand Patricia et Yvan sont venus avec Jacques en disant oui, voilà, on veut une galerie. Il n'y a pas de photo de l'atelier. Parce que j'avais montré, ça c'est mon côté enseignant. Sur le site. Sur le site, vous allez voir. Parce qu'effectivement, l'univers d'Isabelle, donc c'est une super petite maison en pleine campagne avec une vue, avec un horizon à 360 degrés qui est magnifique. Et c'est effectivement deux pièces, une pièce d'atelier et la pièce du dessus, c'est un espace, enfin c'est presque un espace de ton cerveau de l'intérieur, c'est un espace tout blanc, mur, sol, plafond, dans lequel il y a toutes ces œuvres qui sont disposées, et on rentre dedans, on a l'impression d'être ailleurs et au milieu d'une œuvre qui est constituée de plein de choses différentes. C'est pour ça que, au-delà du fait, parce que tu réponds un peu à côté, tu réponds l'accrochage par exemple ici dans une galerie. En revanche, voilà, je sais pas, on prend cette pièce, quand on la voit, pour toi, elle doit être présentée comme ça, dans le sens, elle doit être suspendue comme celle-là. C'est ce rapport-là avec l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que quand Patricia m'a dit je vais mettre, si tu veux, tes boîtes dans une vitrine qui autrefois contenait des appareils photo, je l'ai regardé, je me suis dit mon Dieu, puis après je me dis je lui fais confiance parce que finalement c'est son regard à elle. Et après, quand je suis venue, je l'ai vue, je me suis dit bah oui, bravo. Je suis revenue une semaine après, elle avait tout changé. Je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas. Puis après, elle avait mis les romarins ailleurs au départ. Et à chaque fois, je trouvais ça intéressant. C'est ça, la seule chose qui me plaît dans le fait d'exposer ailleurs, c'est de voir le regard des autres. Parce que finalement, je vis dans mon truc, je suis dans mon... Et ça m'apporte énormément. Jamais j'aurais pensé que ça pouvait tenir la route là-dedans. Et maintenant que je regarde comme ça, je me dis, mais comment j'ai osé les présenter comme elles sont dans mon atelier? C'est la merde. Donc tu m'as beaucoup apporté. Et ce lien-là, je ne le voyais pas ailleurs que sur un fond blanc. Ce romarin, non, il a changé beaucoup de position. Tout objet que j'offrais, il a sa totale liberté d'exister autrement. Et par contre, tant qu'il est dans l'atelier, il n'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'en permanence, je vais le reprendre. Tout d'un coup, je vais me dire, tiens, seulement je vais passer épaisse, ou tout d'un coup, tiens, là, j'aurais dû... Voilà. C'est toujours en devenir par épaississement. Alors, chaque bouffée, ça l'inquiète un peu parce qu'il dit qu'à force d'épaissir, il y a un moment où on va perdre de plus en plus la forme. Mais oui, mais est-ce que quand Opalka, il fait ses grilles qui deviennent du blanc, est-ce qu'à un moment, il s'est dit, bah, quand je vais mettre du blanc, ce sera blanc sur blanc? Non, c'est l'évolution, c'est le temps. De la même manière que je disais, si un romarin, il a une branche qui se casse, je retravaillerai sur la cassure, mais je ne recollerai pas la branche, c'est la vie aussi. Et l'œuvre que j'ai donnée au musée, là, les feuilles mortes, il y en avait 66 au départ, au moment où l'accrochage, le ci, le ça, on a perdu 2 feuilles, ben non, je ne vais pas rajouter 2 feuilles, maintenant c'est facile de remettre 2 feuilles de plus, des feuilles mortes. Feuilles mortes sur un masque à la pelle, hein. Donc de plus ou de moins. Non, puisque les 66 et après il n'y en a plus que 64, c'est l'évolution aussi, c'est le temps. Et moi, tout mon travail, il se nourrit du temps. Justement, cette éternité, cette façon de figer comme ça quelque chose d'éphémère, c'est important du blanc. Pourquoi le blanc? Ce que tu as dit, parce que c'était pour faire plaisir à ta fille au départ, mais c'est une petite anecdote pour que ça soit entre guillemets un peu plus léger, mais n'empêche que ça a du sens de continuer à travailler avec du blanc. Il n'y a plus que le blanc. Le seul moment où j'ai arrêté le blanc, je te l'avais dit quand tu es venu voir mon atelier, c'est au moment des événements du Bataclan, où tout d'un coup, moi qui m'isolais dans ma tour d'ivoire de mon bel atelier de Saint-Antème, tout d'un coup je ne pouvais plus m'isoler parce que la réelle était tellement violente, tellement fort et tellement atroce, que là, à ce moment-là, je travaillais avec une série d'algues sorties de l'étang. Il y a un étang au-dessus de chez moi, je ramasse les algues, je les fais dessécher, je les taille, je les dégote.
Et habituellement, après la cire, je l'ai peint en blanc, et là, c'était pas possible. Et donc toute cette série-là, qui a duré un an et demi, pendant un an et demi, et bien là, il n'y a pas de bleu. Parce que quand il n'y a pas de blanc, on est dans le réel, dans la vraie vie. Et moi, est-ce que là où je suis, c'est la vraie vie? Moi, je pense que je suis un peu sur mon petit nuage, un petit peu... Pourtant, tout n'est pas facile. Hein. Je peux vous dire que j'en bats, avec surtout ceux qui connaissent Saint-Antoine, je peux vous dire que tout n'est pas facile à Saint-Antoine. Hein. Le blanc, c'est un peu la neige parfois. Ah mais voilà, ça c'est sûr. Et alors c'est drôle parce que la deuxième fois où j'ai décidé d'arrêter là, après le décès de mon compagnon, j'ai dit, bon, je ne peux pas continuer à travailler, il faut que je m'occupe de mes 2 gamins, la vie est trop compliquée, c'est pas possible, c'est pas le moment où je m'enferme dans mon atelier, j'arrête là. Et une semaine après, même peut-être 2 jours après, j'avais le coup de téléphone d'une galerie dont j'attendais des nouvelles depuis peut-être 6 ans, qui me dit, ah, Isabelle Bassini, depuis le temps qu'on va aller voir votre atelier, mais pas que vous avez déménagé. Voilà, on voudrait me faire participer à une expo collective. Alors je dis oui, pour le moment, je ne suis pas sûre que ce soit le moment idéal. Quel est le thème? Et il me dit, leur pays, c'est aussi la neige. Et moi, je venais de m'installer à Saint-Antoine, dans ce blanc partout et tout. Une expo collective, leur pays, c'est aussi la neige. Bien sûr que j'ai dit oui, j'y suis allée. Et c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs collectionneurs suisses qui je ne savais même pas qui c'était ces gens. Ils ont regardé mon travail, ils m'ont posé des questions plus intelligentes que je n'aurais cru que c'était possible de se poser des questions dans mes œuvres. Et ils m'ont suivi depuis et ils m'encouragent. Et ils m'ont publié la petite catalogue qui s'appelle Prism. Et l'avantage de ces gens en Suisse, c'est qu'ils me donnent de la confiance, qui est là, Saint-Étienne ne me donne pas. C'est difficile. Ah bah oui, voilà. Maintenant, ça change un peu, mais c'est difficile d'être originaire d'un lieu, d'y revenir après des années d'éloignement, et de sentir qu'on n'intéresse absolument pas. Donc merci Patricia, merci Yvan et merci Françoise. Moi, si tu permets, je voudrais te contredire. Parce que tu dis que Saint-Étienne ne s'intéresse pas à toi. Moi, j'ai rencontré Isabelle à l'occasion d'un vernissage au musée d'art moderne. Et c'est Lorraine Egui qui nous a présentés. Et je ne sais pas si c'est ce côté éphémère qui t'a plu en moi, mais tu m'as dit, j'ai besoin de faire un portrait de toi. Alors, entre les végétaux et le romarin, je me demandais comment j'allais pouvoir me situer. Et effectivement, Isabelle a fait je crois qu'à ce moment-là, tu avais fait une série de portraits de femmes que tu avais sur lesquels tu avais envie de travailler. J'ai eu la chance de faire partie de cette série. Mais c'est pas ça qui est anecdotique. Ce qui est anecdotique, c'est de dire que nous avons eu à ce moment-là des échanges passionnants et que Lorraine Egui suivait le travail d'Isabelle et qu'il devait l'exposer quand malheureusement il y a eu un changement de municipalité et que voilà, certaines choses malheureusement politiquement peuvent du jour au lendemain décider qu'on donne une autre orientation au travail. Donc je souhaitais dire que Saint-Étienne est en tout cas un regard artistique quand même d'expert était accroché par ton travail. Voilà. D'ailleurs, ça a été dit par tous les gens qui ont écrit sur mon travail. Par contre, je disais à Patricia tout à l'heure, il y a un autre terme, dont je crois que je ne sais plus si c'est en hollandais ou je ne sais pas quoi, qui dit vie tranquille. Et là, je suis moins d'accord. Parce que pour moi, vie tranquille, en tant que femme, j'ai l'impression que je me fais métier de sculpture parce que je m'ennuie et que c'est une manière d'occuper mes week-ends ou de... Et ça, je réagis avec violence parce que franchement, être artiste, que ce soit homme ou femme, ça n'a rien d'une tranquillité. C'est un combat de tous les jours, c'est le doute en permanence. S'il n'y avait pas ce doute, ça serait rare d'être artiste, même si on ne réussit pas ou qu'on réussit bien. Ce qu'il y a dans le rêve, c'est le doute. À peine vous avez fini une œuvre, vous l'avez trouvée géniale 10 minutes, après vous trouvez que c'est une horreur, le lendemain vous ne savez plus. Le doute. Et ce doute, ça vous pourrit la vie. Non, mais c'est le moteur. Je pense que c'est le moteur aussi. Encore une fois, je pense que vous êtes un peu d'accord. Le renoncement, le rejet, le doute, pour moi, ça fait partie effectivement de la créativité, de l'artiste. Je pense que le metteur en scène, l'auteur, etc., le chorégraphe, il se pose ces mêmes questions. C'est quand même la vie. Oui, c'est ça serait tellement agréable de se dire, au lieu de m'embêter d'aller dans mon atelier, je vais faire un tennis ou je vais partir en croisière. Franchement. En tout cas, je ne te conseille pas d'exposer en Caraïbes.
Quand on connaît un petit peu l'histoire de l'art, il y a plein de références sur les boîtes. Est-ce que c'est un cadre? Est-ce que c'est des boîtes qui conservent les choses? Est-ce que c'est un réceptacle? À la base, les premières boîtes, c'était les boîtes d'entomologistes. Donc, achetées au plus avec des papillons dedans. Et tu partais, j'ai dit, oh, déjà, c'est sympa. Donc, ces boîtes, au lieu d'y mettre des papillons, j'y ai mis, je vous avais dit au départ, c'était en cire, des pommes, des troncs de pommes, des poires, et c'était comme ça, je piquais ces objets qui étaient à la fois tous semblables et tous différents, comme un entomologiste mettrait des papillons. Donc voilà. Et puis ensuite, après ces boîtes, le cadre noir, du moment où je suis passée à la boîte blanche, parce qu'avant quand elle était en cire, ça frappait pas, mais une fois qu'on mettait ce cadre noir, ça apparaissait comme un faire-part de deuil, comme un cadre noir. Donc après, ça apparaît comme un cadre, ça souligne le oui, fait que c'est composé sur comme les un photos, cadre. quand tu vois le cadre noir, on dirait, vous savez, peut-être plus aujourd'hui, autrefois, il y avait des faire-part avec le cadre noir autour. C'est en photo, et ça j'ai parlé de ça longtemps avec Yves Bresson qui m'avait fait toute une série de photos, qui ne savait pas comment échapper à ce cadre noir. Alors, on ouvrait la boîte, mais c'était plus la même chose. Et en même temps, ce côté, ça dénaturait complètement le sens du travail. Alors après, du coup, je suis passée à des boîtes différentes. Alors j'ai pu travailler, là, mon compagnon travaillait avec la Biennale de la danse à Lyon, et donc il avait créé des boîtes sur le chemin de la soie, et il y en avait des dizaines de dizaines qui s'empassaient dans la cuisine. J'en ai sélectionné quelques-unes, et cette fois, je suis passée de la boîte d'entomologiste aux boîtes en bois. Et puis, maintenant, en gros, je travaille à des tas d'autres cadres, donc ça peut être... là, ça prend toujours des manies. Mais voilà, là, par exemple, ce sont des boîtes, ceux qui aiment les huîtres auront reconnu, ce sont des boîtes dans lesquelles il y a des bourriches d'huîtres. Donc, quand arrive le moment où on achète des belles bourriches d'huîtres et tout, habituellement, je prenais la boîte pour allumer mon fourneau. Et puis là, un beau jour, j'ai dit, mais bon sang, quel beau cadre. Maintenant, pour le moment, tout mon travail sur le raisin et la vigne, c'est avec des bourriches d'huîtres, enfin des boîtes en bois de bourriches d'huîtres. Et puis, comme ce travail sur le raisin me trottait dans la tête depuis un bon nombre d'années, j'ai décidé de passer au raisin avec ce qui me permet de le cueillir. J'ai jamais fait les vendanges parce que j'ai pas le goût qui me le permettent, mais j'ai quand même quelques vignes quand j'habitais à Bellegarde, j'en avais beaucoup, puis là, ça m'entête un petit peu moins, parce que la gelée arrivant le 1er octobre, voire le 15 août. Voilà, le raisin, c'est un petit peu plus difficile, mais par contre, j'en ai quand même, et je taille des segments, je travaille tout ça, pour regarder, pour observer, et je me suis dit, finalement, si j'étais un vrai vigneron, j'aurais mon panier, donc je faisais bien travailler des paniers. Et d'autant plus que... le raisin, c'est comme la pomme, c'est comme le verre de vin, c'est présent dans de très nombreuses natures mortes picturales. J'aime beaucoup la peinture. Autrefois, je peignais un peu, mais le jour où la sculpture m'est tombée dessus, je suis passée à la sculpture. Et donc, j'ai décidé de faire un peu des hommages à certaines œuvres picturales, Cézanne, et puis celui que j'aime tant, Caravage. Donc voilà, on a les corbeilles de fruits. Donc là, il y en a très peu. Il y en a une ou deux autres là, puis il y en a beaucoup dans mon atelier, puisque c'est le travail actuel. Et j'espère bien que mon projet d'expo sur la vigne va vraiment prendre corps. Il y a des vignerons qui aiment bien mon job et puis qui aiment bien le vin et qui ont envie de montrer mon travail. Il y a mes collectionneurs suisses qui sont aussi bien dans cette série-là. Donc voilà, je fais ce boulot pour le moment. Bon, il y a des vignerons du Forêt aussi qui voudraient bien via Martine Fontanille. Mais c'est vraiment qu'un projet pour le moment, je ne sais pas exactement. C'est pour ça qu'il y a le panier. Voilà, tu passes d'une nature sauvage, les branches, à une nature domptée qui est domestiquée dans un récipient, etc. Ça redonne c'est une évolution du coup de ton travail et de ton rapport avec l'élément naturel que tu remets dans un cadre un peu plus, de façon un peu plus classique, comme un tableau, tu recomposes l'espace. Le tableau, est-ce qu'on peut le comparer à l'espace d'un tableau? Oui, tout à fait. Donc c'est composé. D'autant plus que j'avais mes reproductions d'œuvres qui dans ma tête étaient présentes, et puis c'était vraiment aussi pour moi un hommage, c'est-à-dire, j'adore Cézanne, cette œuvre-là je ne l'ai pas gardée, mais j'avais vraiment fait en volume un tableau de Cézanne avec tout ce qu'il y avait. Puis bon, ça m'a énervé, j'ai tout cassé, mais je rêvais d'avoir cassé, mais c'était une étape. C'était pas exposé, mais c'était quand même... Est-ce que tu as